Alors, j'ai préparé 10 minutes, j'espère faire assez vite, par rapport à un peu, on m'avait dit, oh, à la fin, c'est lui qui organise, qui parle, il va faire un résumé, ne fais pas ça, je suis rebelle. Alors, c'est ce que j'ai fait, plus ou moins. Alors, que fait la différence, évidemment, c'est pas la différence entre quoi et quoi. Et je prends par où on a commencé avec Alain Gros-Richard. Et c'est une question que j'ai depuis très longtemps par rapport à mon travail linguistique, ce qu'il y a, comme Daniel l'a remarqué tout à l'heure, il y a des phénomènes dans le langage qu'on classe comme fautifs. Des erreurs, des mots valises des enfants qu'il faut corriger, des maladresses quand on parle ou quand on écrit. Et il y a tous ces phénomènes qu'on met vraiment qu'on censure d'un point de vue normatif ou d'autres. Et il y a d'autres phénomènes comme les mots nouveaux, les néologismes, les mots d'esprit qui nous font rire ou les figures poétiques que, par contre, on tient comme du créatif. Et linguistiquement, pour moi, il n'y a pas de différence. Les mécanismes sont les mêmes. Vraiment. Comme tu as montré pour l'étymologie, je ne sais pas si Daniel sera d'accord, mais pour moi, plus je travaille, plus je regarde les mécanismes linguistiques sous-jacents à ces phénomènes, plus je me dis il n'y a pas de différence. Or, quand même, on les sent, je veux dire, ce n'est pas seulement un point de vue normatif, ce n'est pas seulement la censure. Bien sûr, il y a la norme, la censure, qui ne sont pas linguistiques, mais il y a quelque chose, comme sujet parlant, on sent tous que quelque chose est fautif et quelque chose est une création. Donc ma question depuis une vingtaine d'années, c'est quelle est la différence? Vraiment, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que quelque chose soit une création et qu'on la reconnaisse comme telle et quelque chose c'est à jeter, à éliminer, à corriger? Au 19e, il me semble qu'on a trouvé une autre logique. Donc là, je pense au travail des linguistes et au travail notamment de Freud. Jusqu'au 19e, toute l'évolution des langues, les changements phonétiques et même les analogies, on parlait les français, c'était du latin corrompu. Ça, c'est sûr, donc on l'a vu. Du latin corrompu, et au 19e, on s'est rendu compte que cette corruption des mots avait une logique. On a expliqué la logique, on a vu la régularité, et on a découvert l'évolution des langues, les changements phonétiques, on les a expliqués. Donc, à ce moment-là, la partie fautive est un peu disparue, donc la norme a été mise un peu en brèche par cette logique des changements phonétiques. Il me semble que Freud a fait la même chose. Des erreurs au lapsus. Il nous a expliqué une autre logique pour les lapsus et il a sorti donc les lapsus de ces côtés normatifs, fautifs qu'on donne aux erreurs. Mais bon, on continue encore à se dire oh, c'est un lapsus, mais oh, ça c'est ça, une simple erreur. Donc, on ne sait pas très bien comment les distinguer. Et c'est pour ça qu'au fond, l'idée de ce séminaire sur la création, c'était pour voir si je travaillais, grâce à vous, trouver une petite réponse par rapport à ça, ou au moins une piste de réponse. Et en travaillant, en discutant avec vous et en voyant les résumés et les intérêts de chacun, je me suis dit, il y a vraiment, dans la création, quand on dit création, on imagine toujours soit, simplement l'objet matériel qui représente, mais également un objet matériel qui correspond à un objet psychique. Donc on a la création comme une représentation d'un objet psychique, mais également, et là c'est Guillemette avec laquelle j'ai beaucoup parlé par rapport au séminaire, c'est aussi un acte.
la création, c'est aussi l'acte créateur. Et c'est vrai que pour comprendre, pour accéder à l'objet psychique qui correspond à l'objet matériel que l'artiste nous propose, il faut d'une certaine façon avoir cette stimulation perceptive et comprendre également, être en emphase avec l'acte créateur de celui qui a proposé l'œuvre. Donc c'est dans cette interprétation de l'acte qu'on arrive à donner à l'objet matériel un sens et concevoir l'idée, l'objet psychique. Donc, là, je vais vous citer Saussure par rapport à la création, puisque lui, dès le début, il a vu ces deux côtés par rapport à la langue. L'objet psychique et l'objet physique, donc les sons, les sèmes qu'on a dans la tête, et l'acte. Donc ça, c'est une citation de 1891, donc vous les retrouvez dans les écrits. Les notes qu'on a trouvées à l'orangerie, elles étaient dispersées. Et on avait une petite partie depuis 1958 à la bibliothèque et une grande partie qui a été trouvée en 1996. Cette petite partie qui était à la bibliothèque, c'est ce qu'on appelait la note 10, la note ALCA, qui a été vraiment la note la plus importante et qui a été travaillée par les linguistes, et notamment par Luis Prieto, qui a expliqué, et moi c'est les Saussures que j'ai connues, c'était ces Saussures de la note ALCA. Donc ça, c'est le début de la note ALCA. La nécessité qu'il y a de faire porter les principaux efforts de la théorie du langage sur nos premières distinctions peut se mesurer à ceci. Il ne s'écrit pour ainsi dire pas une ligne où l'effet des langages ne soit représenté comme une matière. Il barre, vous savez, Saussure, il répète, il reprend. Comme le langage n'offre sous aucune de ses manifestations une matière, substance, mais seulement des actions combinées ou isolées, des forces physiologiques, mentales, et comme néanmoins toutes nos distinctions, toute notre terminologie, toutes nos façons de parler sont moulées sur cette supposition involontaire d'une substance, on ne peut se refuser avant tout à reconnaître que la théorie du langage aura pour plus essentielle tâche de démêler ce qu'il en est de nos distinctions premières. Et c'est là, il écrit rentrons de Paris, premier cours à Genève, automne 1891, et c'est là où il commence vraiment tout ce travail d'essayer de délimiter, de définir justement les distinctions premières. Et vous voyez bien que là, c'est vraiment, il part de l'acte. On est vraiment dans l'expérience, dans l'action. Donc, après 20 ans, dans les cours de linguistique générale, lorsqu'il explique l'analogie, il montre bien, en parlant de l'analogie, il se retrouve à peu près à distinguer deux choses, donc l'objet psychique qui est la langue, qu'il va délimiter comme un système de signes, des associations, et l'acte. Et là, il leur donne un nom. Donc la langue, ce sera l'objet psychique, et la parole, c'est l'acte. Et il parle de l'acte de parole, de l'acte de communication. Et donc, la création, on est dans pour Saussure même, on est dans les deux. Et là, je vous donne un exemple pour montrer un peu cette dynamique entre l'objet et l'acte. Ça, c'est une expression, un syntagme, une douleur torsionnaire. Je vous dirai après l'acte de parole où l'on a utilisé. Je commence par la langue. Donc, une douleur torsionnaire, moi, dans mon français, torsionnaire n'est pas un adjectif. Je ne sais pas dans les vôtres, mais je trouvais que oui, c'est un adjectif. Ça, c'est le petit Robert. Donc, adjectif et nom, ça vient du latin médiéval torsionarius, injuste, de torsionare, tourmenter. Donc, l'étymologie vient vraiment de tourmenter, mais il y a un adjectif vieilli, inique et violent. Et ensuite, les noms, c'est les bourreaux, donc c'est les substantifs, mais à la fin, on a encore un adjectif policier torsionnaire. Donc, mais c'est toujours dans le sens de tourmenter. Oui? Non, quand je vois policier torsionnaire, moi je ne vois pas trop de promontoire. L'utilisation du substantif comme adjectif. Oui, c'est une dérivation. Mais donc, il y avait
un adjectif vieilli, unique et violent. Donc le mot, il a été utilisé comme adjectif, mais dans un sens très précis qui est déjà perdu et que pour nous, bon, en tout cas pour moi, les tortionnaires, ce n'était qu'un substantif. J'ai entendu ça et je me suis dit, c'est une analogie, c'est une création évidemment. Donc, qu'on peut faire par la quatrième proportionnelle, révolution, révolutionnaire, donc torsionnaire. Là, je l'ai mis à l'envers, parce qu'en principe, ce que je voulais savoir, c'est comment ça a été fait. Donc, je pense que ça a été fait sur les modèles de torsion. Donc, ça vient de torsion. Et torsion, donc, si on va encore dans toute la langue, donc les associations de torsion, évidemment, il y a torsion, c'est tordre des douleurs, tordre les coups, vous voyez toutes les associations. Donc ça serait ce que nous propose la langue comme possibilité. Il y a des usages, des sens, de signifier de ce qui a été signifié par ces mots. Il y a un système de formes qui nous permet de nous repérer, donc il y a des patterns. Et il y a des associations. Donc, ce qu'on dirait, Saussure dirait les rapports associatifs, les rapports syntagmatiques et les signifiés du mot, c'est-à-dire tout ce que le mot a signifié dans son histoire. Donc, ça, c'est le trésor de la langue, les possibilités qu'on a pour s'exprimer. Mais alors, une douleur torsionnaire, les mots, on voit à partir de la langue, on s'imagine quand même un sens. Mais ce n'est pas tout à fait, on n'est pas encore dans la création, il n'y a pas encore un vrai mot. Donc, il nous faut l'acte de parole. Dans l'acte de parole, vous allez voir que ça se précise les sens. Donc, cela est dit à un médecin spécialiste des maladies chroniques de l'intestin. Donc, ça, dans l'acte de parole, on a quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. On a un lieu, c'est un cabinet médical. On a un temps, donc c'est vraiment le moment de la consultation. On a un émetteur. Alors l'émetteur, c'est une malade chronique d'origine espagnole. Alors c'est important, c'est le médecin qui m'a dit qu'elle était d'origine espagnole, parce qu'en espagnol, on dit, il y a un mot pour les maux de ventre, retortijón. Et c'est vraiment très fort, très imagé, vraiment retordre. C'est vraiment les... Et en plus, il y a les jón, c'est un augmentatif. Donc, on voit vraiment, c'est très fort. Mais ensuite, j'ai quand même, suis allée voir, bon, quand même, comme il y a la torture, est-ce que c'est une espagnole, quel âge a-t-elle, est-ce qu'il y a des histoires à côté psychanalytique, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus fort? Et là, il me dit, ah, c'est une catalane. Je dis, ah bon, catalane, alors on change, parce qu'il y a encore d'autres choses. Et j'ai trouvé que retortijón, c'est torso en catalan. Donc, c'est vraiment la torsion pouvait venir vraiment de la force du mot torsion pouvait venir de son vécu dès sa première langue, le catalan. Mais évidemment, quand elle a dit, elle a certainement fait un geste, peut-être un mouvement. Hein. Il y a dans l'acte de parole, il y a tout ça, il y a tout de l'expérience, et il y a évidemment l'intonation qui est tellement importante, et d'autres choses, évidemment. Donc là, vous comprenez mieux, je veux dire, c'est là où ça prend le sens, une douleur torsionnaire. C'est dans l'acte de parole et seulement dans l'acte de parole. Ça, c'est encore une citation de Saussure des items. En me promenant, je fais sans rien dire une encoche sur un arbre comme par plaisir. La personne qui m'accompagne garde l'idée de cette encoche et il est incontestable qu'elle associe 2 ou 3 idées à cette encoche dès ce moment, alors que je n'avais pas moi-même d'autre idée que de la mystifier ou de m'amuser. Donc là, on a une encoche, un pantalon, une encoche. Toute chose matérielle est déjà pour nous signe, c'est-à-dire impression que nous associons à d'autres. Mais la chose matérielle paraît indispensable. La seule particularité du signe linguistique est de produire une association plus précise que toute autre, parce qu'elle est plus délimitée par toutes les autres associations du système, par les syntagmes et par l'histoire du mot. Et peut-être verra-t-on que c'est là la forme la plus parfaite d'association d'idées, ne pouvant être réalisée que sur un somme conventionnel. Alors, les sommes, c'est un autre mot que Saussure utilise pour l'aposème. Donc, il y a beaucoup de notes sur cette notion qu'il essaye de prendre des unités linguistiques, une unité qui est là, mais qui ne signifie pas.
mais qui correspond à une autre unité qui, elle, signifie. Donc, il a utilisé somme, aposème, inertum, kenom. Et j'ai pensé simplement pour expliquer un peu comment je comprends l'aposème. C'est dans l'apprentissage des enfants, on a tous eu cette expérience. On entend, vous parliez d'enseigner une langue. Moi, je ne pense pas qu'on enseigne, je suis professeur de langue, mais de mon expérience, on n'enseigne pas les langues, les autres l'apprennent. Les enfants apprennent des langues dans des actes de parole. En interprétant les suites des sons qu'on produit par rapport au contexte et par rapport aux petites associations qu'ils ont déjà dans leur tête. Donc, de ces suites des sons, on les coupe. On fait des coupures, toujours, les enfants font ça, commencent à couper, et puis on continue à couper. Donc, regarde les tannes, vous connaissez cet exemple, un petit enfant qui dit « regarde les tannes » et qu'il vient de le faire, donc c'est un petit tanne, parce qu'on dit « petit chien, petit tanne », donc il a coupé un petit, donc l'autre c'est tanne, c'est sûr. Et après, donc, par l'usage, il apprend « non, c'est pas tanne, c'est âne », et on commence à apprendre toutes les exceptions de la grammaire. Alors, regarde, petit âne, petit âne, petit âne, petit âne, voilà l'aposème. Un aposème que la première fois, elle y a un sens, mais on va l'entendre à nouveau et on va faire d'autres découpages selon d'autres sens. Et donc, il y aura des sèmes, donc des unités significatives, qui vont être liées à cet aposème, mais il y aura d'autres unités significatives liées encore au même aposème. Et l'aposème, donc, il va être une sorte de... Je le vois comme une sorte de conglomérat. Vraiment, je ne sais pas c'est quoi, parce qu'au fond, il disparaît. Il ne nous reste que les sèmes. C'est sûr, à un moment donné, il dit on ne parle que dans les sens, on n'est que dans les sens. Les restes, les sons, on ne l'entend pas. La matérialité ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse que pour autant qu'elle porte un sens. Donc, ce qui reste comme trésor social, c'est ce sens. Donc, maintenant, l'acte créateur, et là, je vais bientôt finir, c'est ma question aux neuroscientifiques et aux autres, mais surtout pour eux, parce que vraiment, j'aimerais savoir si on peut imaginer actuellement un fonctionnement organique pour cette fantaisie que je vous présente. C'est vraiment une sorte de fantaisie, un scénario que je vais vous présenter de comment je comprends l'acte créateur. Il me semble qu'il y a une base de traces sensorielles, donc de notre expérience, qui est la base, vraiment la base pour tout, et qui, d'une certaine façon, est inaccessible, puisque c'est vraiment le début de l'enfance qui reste déjà là, beaucoup de perceptions. Cette base de traces sensorielles, elle est prise dans ces conglomérats d'aposèmes. Vraiment, je les vois comme quelque chose presque d'agglutination. Vous voyez, entre les mots valises et les mots, il y a tous les phénomènes des processus primaires, on peut les voir, qui sont là dans ces conglomérats d'aposèmes, qui est lié nécessairement à un réseau de sèmes. Donc, les unités signifiantes, elles, sont vraiment les systèmes d'association en réseau organisés, qui restent et organisés sur la base de l'analogie. Donc, ça serait les différentiels sémiologiques, mais vous voyez, j'ai mis quand même deux niveaux. Là, avec une barre pointillée, puisqu'il me semble que ce conglomérat d'aposèmes est vraiment plus accessible par rapport à tout ce qui est perceptif. Par contre, les réseaux des sèmes, ils passent par les aposèmes. Il ne peut pas aller aux traces sensorielles. Il y a vraiment une barre entre les unités significatives et les restes. Et de ce réseau des sèmes, il y a la combinatoire syntagmatique. Et pour moi, la partie la plus énigmatique, c'est justement cette combinatoire. Valérie disait, le travail de la littérature, c'est le travail de penser à combiner les mots.
Et c'est cette combinaison, donc c'est pour ça que ça m'intéressait énormément le travail de Guillemette, parce que cette combinaison, quand on travaille, je suis aussi professeure de traduction, donc ici il y a un interprète qui nous accompagne, et quand on fait le travail, quand on travaille sur la traduction entre des langues et l'interprétation, on se heurte énormément à la silhouette des mots, à l'intonation, à tout ce qui est la partie syntagmatique de la langue qu'on ne voit pas. Donc cet ordre, cet ordonnement, cette ordonnance consécutive qu'on ne voit pas, mais qui est extrêmement significative. Je veux dire, ce n'est pas, à mon avis, il n'y a pas de syntaxe, il n'y a qu'une sémantique syntagmatique. Parce que tout ce qui est l'ordre des mots est porteur de sens. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que quand on traduit, je vois les erreurs de mes étudiants, puis je dis, non mais là, tu n'as pas vraiment saisi les sens, pense, qui est l'auteur? À quelle date? Quel est le contexte? C'est-à-dire, chaque fois qu'il faut aller voir les sens que les syntagmes donnent aux mots, il me faut ajouter les éléments de l'acte de parole. Parce que les éléments de l'acte de parole sont mis dans les textes. Je veux dire, l'émetteur, on entend la voix de l'émetteur dans les textes d'une certaine façon. Et peut-être, comment est-ce que c'était la citation de Victor Hugo sur sur les textes de premier ordre et du deuxième ordre. Ah non, c'était Proust. Pardon, c'était Proust. Dans le premier ordre, c'est vraiment une interprétation, c'est les textes dans lesquels, dans la syntaxe même, dans la suite des mots, on retrouve les éléments de l'acte de parole qui nous permettent de voir cette simulation perceptive de l'acte et de comprendre. Par contre, l'explicitation de tout ça, bon, alors c'est mon idée, donc c'est dans la combinatoire, il y a l'acte de parole, et ma question est comment dans le cerveau, on fait cette combinatoire de telle sorte que la combinatoire, elle doit passer par les différentiels. Mais dans la création, on passe... Les créateurs peuvent faire ces jeux de passer par les réseaux d'ESM, les conglomérats d'aposème, et retrouver, et nous faire retrouver dans la simulation perceptive une partie de cette trace sensorielle qui porte en général l'émotion et l'émotion artistique. Donc ma question est comment ils font les créateurs et les littéraires. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas fini. C'était une version avant ce matin. Je voulais finir par une citation de Saussure sur les néologismes. Qu'est-ce qu'un mot nouveau et surtout la difficulté de faire pénétrer un mot nouveau, sinon l'affirmation de la liaison systématique entre toutes les parties de la langue, des millions de formes de conjugaison ou là il s'arrête, c'est créé, mais il n'en est pas une qui représente un jet original surgissant arbitrairement d'une source inconnue. Non seulement il faut que les éléments soient puisés dans les combinaisons déjà connues, donc c'est la langue, mais que tout se trouve, pour ainsi dire, préparé pour faire jaillir la combinaison nouvelle. Mais cette combinaison nouvelle, elle jaillit dans un acte de parole précis, avec une expérience donnée et avec d'autres gens. Donc, ma proposition est la différence entre les créatifs et les fautifs. Est-ce qu'elle est dans le chemin parcouru pour faire la création? Donc, est-ce que quand on fait une création, on prend en compte justement l'acte de parole et les éléments de l'acte de parole, alors que dans les erreurs et dans la partie fautive, on est simplement pris par les jeux du système et de la langue. Et donc, voilà, la sémantique syntagmatique qui comprenne les transcrits des actes de parole dans les textes, dans la combinaison syntagmatique.
Et là, j'ai fini. Merci.